que sur Vox Africa, en Afrique et en Europe. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, l'entretien. Au sommaire aujourd'hui, le Cameroun, où la crise post-électorale s'enracine. Selon plusieurs sources, le Conseil constitutionnel s'apprêterait à investir Paul Biya pour un nouveau mandat en s'appuyant sur un décompte des voix absolument opaque, alors que le camp d'Issa Chiroma Bakary, qui se considère comme le président élu, a publié sur Internet des procès-verbaux issus des bureaux de vote de 18 départements sur 58, qui représentent 80% du corps électoral et le donne largement gagnant. Il se considère en mesure de revendiquer et la légitimité et le respect des formes légales, et il met en garde le Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler avec force qu'en dépit de tous les obstacles érigés sur notre chemin, aujourd'hui, nous disposons de deux leviers. Celui qui confère l'adhésion populaire massive, telle qu'illustrée lors de nos meetings, et le respect scrupuleux du Code électoral en son article 113, qui nous autorise à porter à la connaissance du public des résultats tels que nous les avons énoncés. Incontestablement, ces deux leviers font de moi le président de la République légal et légitime. Dès lors, si le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés et tronqués, il se rendra complice d'une forfaiture, car le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'acceptera jamais la validation par le Conseil constitutionnel de la falsification et du bourrage des urnes à une échelle historique telle que cela est porté à la connaissance du monde entier. C'est dans ce contexte qu'un collectif international d'avocats, parmi lesquels Maître Jemal Taleb, vice-président du Cercle de réflexion sur le Sahel et avocat au barreau de Paris, s'organise pour défendre ce qu'ils appellent la vérité des urnes. Quel levier juridique lui reste-t-il? Sur quel terrain, national, international ou pénal, compte agir donc ce collectif d'avocats? Et dans un pays verrouillé depuis plus de 40 ans, que vaut encore le droit face à la force du pouvoir? Bonjour, Maître Jemal Taleb. Bonjour. Alors, quel est le regard, on va commencer par vous demander le regard d'ensemble que vous portez sur le processus électoral qui va bientôt s'achever au Cameroun, puisque vous avez le privilège d'avoir un regard juridique, mais aussi un regard panafricain sur la question. Alors d'abord, on regarde tous le Cameroun de loin. On regarde un pays à revenu intermédiaire dans lequel il n'y a que des pauvres. On regarde un pays riche qui ne crée pas de croissance, pas de valeur. On regarde un pays qui n'a aucune raison de ne pas dépasser tous les pays de la région dans lesquels il n'y a pratiquement pas de route, pas d'eau courante et pas d'électricité. Et n'importe quel Africain normalement constitué trouverait ça désolant, voire plus. Et donc c'est le premier regard qu'on a sur le Cameroun. Puis après, on regarde la succession d'élections. Évidemment, on a un regard tout de suite qui nous interpelle. C'est une élection présidentielle à un tour, ça fait bizarre. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est que les élections passées se sont toutes soldées par des difficultés. La dernière en date, celle de Maurice Kamto, que je salue, qui s'est produite dans des conditions que nous connaissons tous. Puis arrive celle-là. Celle-là n'est pas comme les autres. Pourquoi elle n'est pas comme les autres? Elle n'est pas comme les autres parce que d'abord, Issa Chiroma n'était pas au départ destiné à être candidat. Il est lui-même un apparatchik du parti au pouvoir. Il a été ministre 26 ans, 27 ans, et l'un des ardents défenseurs du président Biya. Et puis, cette élection arrive dans un contexte assez particulier. Un pouvoir vieillissant, un président, l'âge n'est pas un crime, mais l'âge est une difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de travailler 10 à 15 heures par jour. Et donc, évidemment, le président Biya n'est naturellement pas capable de le faire. Et donc, ça fait encore une fois de cette élection, par rapport à 2018, on a 7 ans de plus, pour son âge, c'est énorme. Une élection singulière et différente qui ne ressemble pas aux autres. Puis donc arrive le président Chiroma qui dit au bout d'un moment, j'ai servi, j'ai travaillé, je connais bien le système, pardon de dire système, ça ressemble un peu à un système, de l'intérieur, et donc j'aimerais bien que cette fois-ci, pour essayer moi-même de comprendre l'avenir de mon pays, de préparer autre chose pour mon pays, de proposer de ma personne
pour être non pas celui pour lequel les Camerounais vont voter en masse, mais celui qui va incarner le changement. Et il le dit dans des mots simples, mais audibles, en tout cas compris par tous les Camerounais. Et je veux un État fédéral, je veux faire un seul mandat, il ne sera pas de 7 ans, mais de 5 ans. Je veux rendre la dignité aux Camerounais parce qu'ils en ont besoin. Et puis je veux surtout, désormais, avoir une nouvelle approche de l'élection qui est la nôtre. Et puis, comme je connais bien comment tout ça marche, la fraude telle qu'elle est préparée, les mouvements de masse comme on les connaît ne sont plus tout à fait possibles. En tout cas, je suis capable de les faire. Et son génie a été de dire, je vais aller chercher, vérifier les 18 départements les plus significatifs du pays. J'en fais une espèce de plus que sondage. Et je me dis, si je gagne là, rien ne peut, en tout cas du reste du pays, changer la tendance telle que je la possède. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et donc tout cela réuni fait que nous avons une élection qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue jusqu'ici. Alors, malgré les éléments que Issa Chiroma met en avant, c'est-à-dire la connaissance très précise des procès-verbaux et la mise à disposition publique des procès-verbaux d'un très grand nombre de bureaux de vote qui le posent comme celui qui a gagné effectivement dans les urnes, le prochain rendez-vous, celui de lundi, il a été reporté, c'est le rendez-vous du Conseil constitutionnel camerounais. Beaucoup estiment que ce Conseil constitutionnel est inféodé au pouvoir. Issa Chiroma Bakary a annoncé d'emblée qu'il ne le saisirait pas. Donc c'est une sorte de défense de rupture. Qu'en pensez-vous en tant qu'avocat? Alors, il y a deux choses. Traditionnellement, dans souvent beaucoup de nos pays, nous avons donc une élection organisée, contestée à la fin, et un recours, plusieurs recours sont faits, souvent pas suivis des faits, on se dit les choses. Je crois que le Cameroun est absolument familier de ce genre de procédé. Le président Chiroma s'est dit, pour une fois, alors que la charge de la preuve ne me revient pas, je vais vous prouver que j'ai gagné. Et donc, je mets à disposition l'ensemble des PV sur en tout cas les 18 départements tests tels que je les ai faits, à la fois sur le nombre d'inscrits sur les listes électorales et le nombre de suffrages exprimés. Et je vous mets à défi qui que ce soit capable de me dire que mes PV ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas conformes à la réalité. Et sur ces PV-là et l'ensemble des suffrages exprimés, ils disposent d'une majorité confortable, 64, 63, 65% des électeurs. De telle sorte que les 20% restants, parce que les 18 départements représentent 80% du corps électoral exprimé. Et donc, les suffrages non possédés par lui, c'est-à-dire les 20%, ne sont pas de nature, en tout cas du point de vue de leur nombre, capables d'avoir une influence pour changer la nature de ce qu'on a eu. C'est l'une des rares fois où on avait un candidat à une élection présidentielle qui brandit ses PV, qui les met sur Internet, qui défie qui que ce soit de lui dire le contraire. Si le pouvoir en place était capable de donner des PV contraires, de sortir lui-même ses PV, de demander à une commission internationale de les expertiser, on aurait dit « pauvre menteur, Chiroma ». Le problème, c'est que personne n'est capable, et il défie qui que ce soit de le faire. Et puis donc se pose la question qui lui a été posée, et je vous vois venir là-dessus. Mais pourquoi alors il n'attend pas de saisir le Conseil constitutionnel? D'abord, pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Deux, c'est qu'il est totalement inféodé au pouvoir en place. On se dit un peu les pratiques telles qu'on l'a vu jusqu'ici. Et puis à la fin, pourquoi voulez-vous aller contester auprès du Conseil constitutionnel inféodé une situation qu'il possède lui-même, qu'il met à disposition des Camerounais et que chacun est capable de vérifier ou de contester, si le cas échéant, si... tenter qu'elle soit contestable. En gros, il estime qu'il a gagné et il n'a pas contesté sa victoire. Mais bien entendu, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vient de dire et il l'a dit dans l'extrait que vous venez de diffuser. Alors vous êtes avocat, vous défendez vos clients devant les juridictions, bon, vous ne le ferez pas devant le Conseil constitutionnel camerounais. Est-ce qu'il est envisageable de saisir d'autres types de juridictions? Le plaidoyer en tant qu'avocat que vous porterez, ce sera uniquement devant les institutions politiques ou alors onusiennes? Quelle est la stratégie qui sera mise en place? Alors, ne me sortez pas du rôle qui est le mien. D'abord, je ne suis pas camerounais, donc ce sont d'abord mes confrères camerounais, au nom desquels je ne m'exprime bien entendu pas du tout. Donc c'est à eux d'abord
que reviendra le moment venu la contestation si celle-ci devait avoir lieu, ce qui me semble-t-il assez discutable compte tenu de l'orientation prise par le président Chiroma lui-même. Donc je ne peux naturellement pas parler à leur nom. La deuxième chose, c'est que nous sommes un collectif d'avocats. Enfin, il n'y a pas que moi, tous mes confrères qui sont du Sénégal, du Congo, de France, moi-même d'ailleurs, avons décidé de venir porter main forte à nos confrères camerounais et au candidat Chiroma, dans lequel on lui dit « Si demain vous avez besoin d'une contestation extérieure, de porter ce dossier ailleurs, notre disponibilité est entière. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, d'appui, nous sommes bien entendu là. » Mais la première décision, d'abord, est celle du président Chiroma lui-même. Mais le président Chiroma a fait un autre choix. Le choix est de dire « Je suis le président élu, je suis capable de le prouver, je l'ai prouvé et je vous mets la preuve à disposition. » Pourquoi voulez-vous aller contester une situation de toute façon qui n'est contestable d'abord qu'auprès des conseils constitutionnels et donc pas ailleurs? Après, il y a évidemment le processus de Banjul, il y a l'Union africaine, il y a les Nations unies, on est capable d'aller au-delà. Mais enfin, la contestation d'un différend électoral sur ce genre d'organisation est compliquée. Là où nous serons, nous, probablement utiles avec les autres, si demain, le Conseil constitutionnel, lundi prochain, j'ai vu qu'ils ont pris de nouvelles habitudes, celle de retarder la proclamation des résultats. Tant mieux, si tout cela est pour pousser à une réflexion plus intelligente et à la mise en valeur de l'intérêt du Cameroun d'abord, ce serait une très bonne chose. J'en serais, en tout cas pour ma part, ravi. Si donc le lundi prochain, il arrivait, à tout hasard, aux membres du Conseil constitutionnel et à ceux qui tirent les ficelles derrière, de proclamer un résultat qui ne soit pas conforme à ce qui est sorti par les urnes, ils prennent le risque de créer une instabilité dans le pays qui est déjà instable dans une certaine zone, ils vont la créer ailleurs et probablement dans tout le pays, de créer des conditions, probablement, d'une situation qui n'est ni souhaitée ni souhaitable et qui peuvent donner lieu à des exactions. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Tout le monde jusqu'au bout, vous parlez de la justice pénale internationale. Oui, bien entendu. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible, et en tout cas, nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc là, vous parlez aux responsables de la police, au fameux ministre de l'administration territoriale qu'on appelle Moulinex, et aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui ne pourront pas dire qu'ils ont juste obéi aux ordres. Non, ma démarche, encore une fois, n'est pas de menacer ni d'intimider. Je ne suis pas du tout dans ce rôle-là. Je suis avocat et ça s'arrête là. Mais je me dis, si le moment venu, il se trouve que certains ont obéi à des ordres manifestement illégaux, parce qu'aucun ordre n'est illégal quand il vous demande de tuer. Ça n'est pas possible. Si en tout cas des responsables venaient à faire cela, et que nous soyons saisis, et nous le serons évidemment, dans ce cadre-là. Justement, cette parole-là, ça montre que finalement les Camerounais qui réclament la justice, la liberté, la démocratie, la dignité ne sont pas seuls, parce que, d'une certaine manière, l'Afrique et le monde se sont habitués à un Cameroun où rien ne se passe. Et on a l'impression que le pouvoir a réussi à empêcher toute internationalisation de la querelle camerounaise. Et cette fois-ci, le message de ce collectif d'avocats, c'est de dire que en Afrique, dans le monde, il y a des personnes qui se tiennent aux côtés de ce Cameroun qui est dans la rue aujourd'hui. Bien sûr, notre collectif a la particularité, c'est qu'il est composé d'avocats camerounais, bien entendu, mais aussi d'avocats africains. Et donc l'idée de nous dire à chaque fois, voyez-vous, il y a des Européens, des Occidentaux qui viennent nous donner des leçons, n'est pas vrai. Nous sommes d'abord un collectif africain. Et nous sommes un collectif africain parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Enlever le Cameroun de la zone d'Afrique centrale, il ne restera pas grand-chose. Le Cameroun est un très grand pays, c'est un pays riche, c'est un pays qui a son poids, son histoire et sans doute son avenir. Et donc on ne peut pas laisser nos frères camerounais, en tout cas c'est le rôle qu'on s'est donné auprès du président Chiroma, mais aussi à côté de nos confrères camerounais. Hier, on a fait une conférence de presse à Paris. Nous avons attendu l'arrivée de nos confrères, Maître Ngefak, qui est venu du Cameroun, s'asseoir avec nous, ou en tout cas plutôt nous avec lui,
pour apporter encore une fois notre soutien et dire à la population et aux Camerounais, je ne sais pas quel sera le niveau de notre contribution, nous restons tout de même modestes, mais en tout cas avec la modestie et les moyens qu'on a, nous sommes évidemment là et nous resterons là. Alors certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiromak Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Et j'imagine que ces avocats au Cameroun et à l'international ne resteraient pas les bras croisés si